En effet, j'ai répondu volontiers à l'invitation parce que déjà c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et puis l'idée c'était que malgré le fait que la saison dernière et là c'est les saisons qui arrivent, je vais travailler comme assistant d'une équipe professionnelle. L'année dernière c'était à Chalon, la saison prochaine ce sera à Limoges. J'ai passé pour l'instant la plupart de ma carrière d'entraîneur sur un centre de formation, en particulier celui de Chalon. Et que, évidemment, parler du pick and roll chez les jeunes, c'est quelque chose qui m'a obligé à beaucoup réfléchir pendant de nombreuses années. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, surtout en termes de cohérence et de logique, ce qui me semble le plus juste. Vu le format, ce que je vous propose, c'est de passer les 30 premières minutes globalement à vous présenter cette évolution et cette cohérence, et puis de profiter peut-être des 30 dernières pour aller plus loin sur certaines questions liées au pick and roll, selon vos envies. Voilà. Pourquoi ce thème-là particulièrement? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on sait que sur un match d'Euroleague, qui, on n'a aucun doute de le penser, reste la référence continentale pour nous, il se joue sans pick and roll pour une équipe. Considérant que le nombre de possessions est entre 75 et 80, et que, évidemment, vous le devinez, il y a plusieurs pick and roll qui sont joués au cours d'une même possession. Sans pick and roll, c'est un chiffre qui semble énorme. Et malgré le fait que chez les jeunes, le pick and roll a souvent été associé à une spécialisation un peu prématurée, moi, ça me semble intéressant de commencer dès la catégorie U15. Mais évidemment, la clé, c'est de ne pas apprendre à jouer le pick and roll, en l'occurrence, en faisant comme les pros. Il s'agit évidemment d'avoir une évolution progressive pour pouvoir maîtriser cet outil tactique qui, évidemment, demande du temps pour être maîtrisé. Et c'est l'intérêt de commencer dès la catégorie U15. Voilà. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure, justement, on peut progresser vers cette maîtrise-là. La première chose, et c'est là où je vais partager mon écran si ça fonctionne. Voilà. Parfait. Normalement, vous devez voir mes schémas là. François, tu me Exactement. confirmes? Ok, parfait. Voilà, rapidement, les généralités. Je vais aller assez vite parce que c'est pas le cœur de mon intervention aujourd'hui. Globalement, il y a différents moments où le pick and roll peut être joué. Il peut être joué en transition. On en parlera en particulier pour les U15 dans un premier temps. Il peut être joué différents moments dans différents temps forts de la possession et évidemment la possession pour régler les dernières secondes. L'idée, c'est que en jouant plusieurs sur une même possession, on enlève un petit peu de pression au porteur de balle, sachant qu'il y aura d'autres temps forts derrière et qu'il n'est pas obligé d'être décisif. Voilà. Vous m'excuserez, il y a quelques termes anglais, puisque voilà, en étant confronté à des pros, souvent, voilà, j'ai introduit quelques mots anglais. Donc les locations, c'est les endroits où vous pouvez jouer un pick and roll. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. La plus classique étant celle qu'on voit à gauche, avec le pick and roll rentrant à 45 degrés, le top pick and roll, c'est-à-dire dans l'axe qu'on voit bien, et puis des situations un tout petit peu différentes qui peuvent être jouées dans le corner, qui peuvent être jouées avec des flat screens à plat, comme on le voit à droite. Ce qu'on peut appeler les step-up, donc les écrans très hauts dans le demi-terrain, voire dans le tout terrain, comme celui qu'on voit en bas. Et enfin, des situations de pick and roll, même dans le poste bas, beaucoup plus rare. On est d'accord qu'on parle de choses beaucoup plus rares sur les derniers éléments, mais ça existe. Ensuite, évidemment, les associations, pareil, du plus classique entre un extérieur et un intérieur, celle qu'on voit à gauche, mais des choses un peu plus, comment dire, un petit peu plus rares, mais qu'on commence à voir maintenant avec des pick and roll qui sont joués entre un poste 4 et un poste 5, qui sont joués, comme on le voit à droite, entre un poste 1 et un poste 3 pour provoquer des switches la plupart du temps et jouer des avantages. Et même de temps en temps, un poste bas ou même au poste haut, j'ai vu parfois un 5 qui bénéficie d'un écran porteur. On ne parle pas évidemment ici vraiment de pick and roll, puisque le roll, il n'existe quasiment pas. Mais en tous les cas,
c'est pour permettre au poste 5 de tirer près du cercle. Un avantage puisque l'aide du poste 1, évidemment, vous imaginez, elle est mince. Les angles d'écran maintenant. Il y a le classique à gauche, voilà, qui permet globalement de bien retarder le défenseur 1 qui suit dans certains types de défense, on en parlera tout à l'heure. L'orientation avec les fesses au corner, qui permet en tous les cas, qui incite le poste 1 à suivre, puisque vous imaginez bien que là, le fait de passer dessous retarderait énormément D1. Là, il est tenté de suivre, donc dans certains profils de joueurs, c'est vraiment intéressant de l'inciter à suivre. Et enfin, ce que j'ai appelé tout à l'heure le flat screen, l'écran à plat, qui permet de, comment dire, d'empêcher la défense d'anticiper un côté de collaboration. Les différentes ouvertures, la plus classique, ce qu'on appelle le deep roll, voilà, qui va en gros en profondeur vers le cercle. Le mid roll, qui est un petit peu intermédiaire justement, on le verra dans certains types face à certains types de défense. Le short roll, comme maintenant on voit beaucoup, donc globalement au niveau du coude. Le pop, voilà, qui est souvent exploité avec les postes 4, mais maintenant aussi on le voit avec des stretch 5, des postes 5 qui sont capables de tirer à 3 points. Voilà. Et enfin, même si c'est un petit peu hors sujet, là aussi on en voit beaucoup en ce moment, des roll screens, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un premier pick and roll, mais c'est pas pour exploiter directement l'ouverture du 5, mais pour retarder des 5 dans une collaboration future qui correspond à un écran sortant. Comment dire, les choses fondamentales à la réussite d'une situation de pick and roll. Globalement, j'ai appris ce qui me semble être fondamental dans les conditions de réussite d'une possession offensive. 1, le rythme. 2, le spacing. Ensuite, le timing. Ce qu'on appelle parfois la lecture de jeu. Moi, je préfère utiliser le terme de prise d'information parce que la lecture de jeu, elle me semble exister seulement s'il y a prise d'information. Quand il y a prise d'information, très rarement, on se trompe dans les choix. Et enfin, la technique individuelle. C'est là où on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, ce que moi j'appelle le rythme, c'est toutes les manières de prendre un avantage sur la défense. Parfois, c'est simplement avec de la vitesse dans les courses ou dans le jeu de passe, et parfois, c'est avec quelques détails techniques. La première chose qui me semble importante sur le pick and roll, c'est de créer ce rythme-là en attaquant toujours à contre-pied. C'est-à-dire que pour le porteur de balle, évidemment, l'idée, c'est d'attaquer en priorité à l'opposé du pick and roll. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une situation de 1 contre 1 où globalement D5 va être haut dans le terrain, donc il est beaucoup moins présent pour venir intervenir sur l'accès au cercle, et c'est une situation qui de toute façon met en difficulté la défense parce qu'elle n'est pas prête à cette situation. Donc globalement, les repères qu'on peut donner au poste 1, c'est de dire que dès que D1 tourne sa tête pour voir arriver le pick and roll, c'est un bon moment pour attaquer. Parfois, il se relâche en attendant un petit peu la collaboration future sans même tourner la tête. Là aussi, c'est un bon moment pour l'attaquer. On peut, entre guillemets, l'inciter à regarder en montrant, en appelant l'écran manuellement ou en montrant du doigt le sol. Et souvent, ça lui permet d'être focus là-dessus et de pouvoir l'attaquer facilement. Donc, je disais, ça permet de battre 2 défenseurs. Et c'est une bonne situation pour les forts joueurs de 1 contre 1 que de rejeter, on appelle ça reject en anglais, de rejeter l'écran. Pour le poseur d'écran, c'est la même chose. C'est-à-dire que si son défenseur est prêt à intervenir, parfois même vient le contester, vient bumper la pose d'écran, partir à l'opposé, attaquer à contre-pied, c'est-à-dire partir en gros en backdoor, c'est un bon moyen de le mettre en difficulté. On le voit un peu sur le schéma, le poste 1 aussi, il peut attaquer à l'opposé, mais parfois il peut aussi simplement attaquer avant que l'écran arrive. Voilà. Parce que là, D5, il ne sera pas prêt à défendre, il sera souvent à côté de son attaquant, et ce sera un bon moment pour l'attaquer. Le rythme, évidemment, c'est en attaquant à contre-pied, comme on vient d'en parler, mais c'est aussi en retardant la collaboration défensive. Donc ça, globalement, ce dont on vient de parler, c'est valable pour la retarder. Mais simplement, des fois, on ne peut pas toujours le faire aussi bien que ça. Et il faudra simplement prendre contact avec son joueur, si on n'a pas pu le mettre en retard avec des attaques à l'opposé, prendre contact, donc c'est valable pour le poste 1, qui va le faire dans le dribble ou même avec ses appuis si le ballon est arrêté, pour le contacter et être sûr que la collaboration et la pose d'écran soient bonnes. Et le poste 5, pareil, en attaque, il suffira qu'il aille toucher son joueur
le fixer et le mettre même presque un peu sur les talons pour que quand il démarre, poser son écran, D5 soit en retard. Évidemment, il y a des situations de pick and roll. Là, à l'image, on voit celle où le poseur d'écran vient du bas. Mais les situations de transition où, par exemple, il transfère la balle et donc il vient du haut du terrain, c'est intéressant aussi qu'il arrive à enchaîner avec la situation où il transfère dans sa passe, en allant tout de suite poser son écran pour gagner légalement un avantage. Le spacing, c'est, je pense, assez clair pour tout le monde. L'idée, c'est que le spacing il soit optimal pour que les collaborations défensives, qu'elles soient à 2, à 3 ou à 5, soient les plus complexes possibles. Euh, pour le porteur de balle, évidemment, être loin des lignes, ça semble être une bonne idée parce que bah, l'attaque à l'opposé, elle sera favorisée. Et puis surtout, ça empêchera parfois les défenses très agressives qui se servent des lignes comme d'une aide défensive. Ensuite, le spacing des non-porteurs, ça va de soi. Selon les types d'ouverture que l'on fait, les non-porteurs doivent s'ajuster. Mais ça, bien évidemment, souvent, c'est établi dans le play à l'avance. La notion de timing, elle est relativement simple. Moi, je donne comme repère aux joueurs d'attendre l'écran. Alors évidemment, quand je dis attendre l'écran, ça va de soi qu'avant, on a exploité tout ce dont on a parlé, à savoir essayer d'attaquer à l'opposé, essayer de jouer un backdoor. Mais à partir du moment où ça, c'est bien défendu, là, il faut attendre l'écran. Simplement, ça veut dire que tant que le big man, le poseur d'écran, n'a pas, on verra un petit peu plus tard comment, n'a pas touché le défenseur, là on va dire que c'est D1, il s'agit de ne pas changer de main et donc de ne pas changer de rythme pour favoriser ce bon contact et ce bon retard sur D1. Globalement pour 1, l'idée c'est que quand il attaque le pick and roll, son épaule vienne attaquer la hanche du poseur. Voilà. Là, ça semble être une bonne manière de, comme on le disait souvent, de passer épaule-épaule. Moi, je préfère cette idée d'épaule avec la hanche du poseur. Ça va obliger D1 à être très bas, donc à être très fléchi et à ne pas subir les contacts qui vont forcément avoir lieu, que ce soit de la part de D1 ou de D5. Il peut accentuer un petit peu le trait, même en posant sa main sur la hanche, ou des fois, souvent, ça ressemble même au derrière de la cuisse, sur l'ischio du poseur d'écran. Voilà. Souvent, je prends l'exemple d'Antoine Dio qui fait ça à merveille et qui attrape carrément son coéquipier pour être sûr que D1 soit bien derrière lui et puisse pas passer avec lui sur l'écran. Évidemment, le premier dribble consécutif à la prise d'écran, il doit être ample parce que ça va nous donner du temps. On parlera d'hésitation tout à l'heure. Ça va nous donner du temps pour justement prendre les informations. Et puis surtout, ça va mettre un petit peu en difficulté la défense qui doit couvrir un petit peu plus de terrain. Le repère de timing pour 5, lui, c'est de poser l'écran. Donc, on favorisera toujours un arrêt alternatif sur la pose d'écran qui permettra un bon équilibre. Évidemment, les postures de base qui doivent être fléchies avec les appuis larges. Les positions des bras peuvent être variées. Ça peut être en losange, en diamant, comme on le voit le plus souvent. Ça peut être avec les bras en protection, en bouclier devant soi. Et puis dans le secteur féminin, même si je ne suis pas un spécialiste, j'ai l'impression que c'est celle-ci qui est le plus utilisée. Évidemment, l'idée là, c'est évidemment de changer de rythme, comme on en a parlé tout à l'heure au moment de la venue pour la pose d'écran. Mais ici, de maintenir l'écran tant que D1 n'a pas franchi. Voilà, ça me semble important. Sauf certains cas qu'on évoquera tout à l'heure où là, on aura intérêt à ce qu'on appelle slipper, c'est-à-dire glisser, en gros, à peine poser l'écran ou ne pas le poser du tout. Dans tous les autres cas, il faut maintenir l'écran tant que D1 est au contact pour évidemment retarder son passage d'écran et du coup obliger D5 à collaborer le plus longtemps possible et à créer des avantages les plus importants possibles. Évidemment, il arrive que de temps en temps le timing soit raté par manque de rigueur de l'un des deux ou parce que le jeu le permet. Si le timing est raté, c'est pas compliqué. 5, il doit s'arrêter plus tôt dans sa course, ce qui l'empêchera de faire faute offensive évidemment, et ce qui parfois créera quasiment la même chose. Ou alors ce qu'on appelle les hook screens, c'est-à-dire que là il va inverser sa pose d'écran, ce qui va générer finalement un clear out, c'est-à-dire un espace pour aller attaquer le cercle, comme on le voit sur le schéma,
ou au pire, permettre d'utiliser l'écran de l'autre côté si D1 n'a pas pu exploiter ce clear out. Pour terminer, juste une première petite question à ce moment-là, Romain. Tu as parlé forcément un petit peu plus de technique, à la fois du porteur de balle qui utilise et puis de celui qui pose. Est-ce que toi, tu utilises généralement des éducatifs un petit peu pour aborder ça sans forcément être directement sur l'écran, qui vont favoriser, on va dire, ce travail-là ensuite? oui. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de vous montrer quelques situations d'entraînement que moi j'utilise et qui permettront justement ces éducatifs-là. Et évidemment, au départ, ce qui me semble important, c'est de développer ça même à 2 contre 0 pour essayer de trouver des repères techniques et évidemment progressivement en y amenant de l'opposition pour justement donner du sens au fait d'être fléchi parce que tant qu'on n'a pas l'opposition, être fléchi, peut-être que ça peut manquer de sens quand on parle des U15. Et là, en ayant de l'opposition, on va se rendre compte que oui, si on ne l'est pas ou si on n'a pas les appuis assez larges, notre pose d'écran, elle est quasiment inutile. C'est la même chose pour les porteurs de balles. Ils vont se rendre compte à quel point attaquer à l'opposé de l'écran, ça ouvre des situations hyper claires qui sont parfois beaucoup plus faciles à exploiter que le pick and roll en lui-même. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure, j'ai quelques schémas qui peut-être seront plus clairs. Je termine avec les généralités. La prise d'information, qui semble finalement, plus on avance dans les niveaux et surtout plus on avance dans l'âge, devient plus complexe, mais aussi plus déterminante. Là, j'ai dit, c'est ce que je dis souvent, c'est essayer de ralentir le jeu pour se faciliter ça. Alors, ça va évidemment avec les fondamentaux du poste 1, qui va, à travers sa tenue de balle, être capable de suspendre et d'avoir une espèce de zone d'hésitation qui va lui permettre justement pendant ce temps-là de placer son regard. Ça va évidemment sur l'ouverture du poste 5 qui va devoir très vite, une fois que justement son écran est maintenu, et ben, tourner sa tête. Alors, on peut parler des différentes ouvertures, qu'elles soient de manière très classique, avec le pivoté effacé qu'on connaît tous, et qui permet de rester très tôt et d'être très tôt face à la balle, ou alors une ouverture en engagé beaucoup plus rapide. Mais là, si on parle de cette ouverture-là, il faut très tôt tourner la tête pour être en relation avec le porteur de balle et là aussi pouvoir faire les bons choix. Souvent, j'essaie d'aider le porteur de balle en lui disant que, alors vous allez voir, ça va être plus facile à travers la construction, à travers les catégories, mais globalement, c'est de dire, dans un premier temps, ta prise d'information, elle va être centrée pour toi, c'est-à-dire essayer de jouer pour toi. Il ne faut pas oublier d'être dangereux et d'être agressif, pardon, sur l'utilisation du pick and roll. Ensuite, regardez ton jeu à deux, et vous verrez qu'au départ, on va essayer de limiter la relation de pick and roll avec le jeu à deux. Et puis évidemment, une fois que ça, c'est couvert, ça veut dire que forcément, il y a une défense qui s'opère qui est globalement tout le temps à ce moment-là à 5. Et il suffit, c'est un peu facile, mais en tous les cas, il faut que toi, en tant que responsable de la lecture de cette situation-là, tu ailles voir qui est intervenu sur le rôle, quel est ce joueur-là, pour essayer de trouver le joueur libre. La technique individuelle spécifique pour terminer. Globalement, il y a plein de choses qui sont développées normalement dans d'autres aspects. C'est-à-dire que la tenue de balle, la dextérité, l'aisance avec le ballon, peu importe comment on l'appelle, elle doit être développée par ailleurs. Malgré tout, l'hésitation en dribble, avec par exemple le dribble de recul, qui est jamais peut-être un dribble qui est en tous les cas qui est moins travaillé dans d'autres situations. Ça peut être le cas quand on drive fort au cercle et éventuellement pour aspirer l'aide défensive, mais globalement, c'est souvent sur le pick and roll où on la retrouve le plus. Au niveau des passes, la notion de pocket pass, voilà, pocket pass, donc vous avez bien compris, dans la poche, souvent la petite passe qui est à côté de nous, que ce soit après dribble ou après arrêt, mais souvent là, ça va être après dribble. Les passes évidemment à l'opposé, qui sont cette fois-ci un peu plus complexes, et là aussi souvent c'est après dribble, donc c'est des passes qui forcément ne sont pas maîtrisées comme ça. Et puis beaucoup de tirs qui vont être après dribble, que ce soit des tirs en course, avec souvent une notion de contact et d'opposition, puisque souvent le big man est dans les parages, ou des tirs même à 3 points après dribble. Et c'est une situation où on en retrouve énormément après dribble. Et enfin les postes 5, tous les tirs et les passes, parce qu'évidemment, de temps en temps, il va devoir faire des passes après sa réception, avec des appuis qui sont simultanés, des petits appuis qui vont lui permettre de contrôler ce qu'il fait et non pas se lancer sur des grands lay-ups comme je l'ai indiqué, et qui vont lui permettre de gérer au mieux
des déséquilibres parce que là, forcément, il va y avoir des contacts. Très rarement, le grand va pouvoir finir sans opposition. Voilà pour les généralités. On va assez vite à l'évolution que je vous propose. Alors, la première chose, c'est sur la catégorie U15. L'idée est la suivante, c'est qu'en U15, on essaye de faire en sorte que le pick and roll se lise d'abord dans une relation à deux. C'est pour ça que je vous propose cette situation-là où vous voyez, on a une situation de pick and roll en isolation et qu'on va essayer. Alors, il ne faut pas que ça, entre guillemets, ça tue les intentions de jeu rapide comme elles sont maintenant bien développées en U15, mais ça peut être une évolution dans l'année pour amener peut-être une situation de pick and roll en transition. Pourquoi? Parce que la transition, le fait que tout le monde soit en mouvement et le repli défensif pas bien installé, va forcément favoriser l'utilisation de ce pick and roll. Le fait que ce soit en isolation, vous avez bien compris, sur un quart de terrain, globalement en U15, fait qu'il va y avoir peu d'intervention des 3 joueurs à l'opposé et que la lecture va être facilitée en limitant les prises d'informations sur ce jeu à deux. Par contre, on peut déjà mettre en place cette idée de rejeter les écrans, comme on le voit sur l'image, ou d'attaquer fort simplement la relation à deux, parce que les collaborations, on le devine à cet âge-là, ne sont pas encore bien en place. Et donc, on va générer des drives et donc de la mobilité sans ballon, ce qui me semble être un des fondamentaux tactiques de cette catégorie-là, où la capacité à attaquer en dribble et bouger autour de ça, et bien là, grâce au pick and roll, on peut valoriser cette compétence qui doit être développée à ce moment-là. J'ai l'impression que les aider reprendre sont peut-être une des premières réponses qui vont s'opérer. Donc là, de nouveau, vous le voyez, si c'est un aider reprendre, la plupart du temps, dans cette catégorie-là, il va être, on va dire, sur un flat edge, une collaboration un peu naïve à plat. Et donc, on a un jeu à deux simple qui correspond à une utilisation simple du pick and roll. Si de temps en temps, il y a un changement parce que les écarts de taille ne sont pas si importants et on essaye aussi de développer la polyvalence défensive, très facilement, on pourra avoir la valorisation d'une situation dans le jeu posté et de la mobilité autour, de nouveau. Vous avez remarqué que là, j'ai pris une situation où globalement, on a un seul joueur intérieur qui est déterminé. C'est là où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas forcément de donner des postes très tôt. La plupart du temps, on a quand même un joueur intérieur qui se détache un petit peu. Et l'idée, c'est de le valoriser aussi dans une situation de post-up où il aura un avantage de taille, donc peut-être une situation où il sera plus facile pour lui de s'exprimer. Si de temps en temps, il y a un passage en dessous, ce qu'on peut deviner dans cette catégorie avec évidemment le fait que les garçons ne soient pas encore tout à fait équipés pour tirer à distance, eh bien, on aura cette approche déjà. Donc là, on va un petit peu plus loin. C'est ce qui me semble un peu plus complexe. Mais cette idée de poser un deuxième écran, de repliquer, et souvent d'amener un replique, on va dire, en flat screen, plutôt à plat, pour de nouveau permettre aux porteurs de balles, de driver, et donc de générer de nouveau des situations de drive et kick pour faire bouger la défense, ou alors de permettre, si la défense repasse de nouveau dessous, un tir, mais qui sera un tir cette fois-ci extérieur, en zone intermédiaire, ce qui semble beaucoup plus accessible dans cette catégorie. Enfin, ce qui me semble intéressant, c'est qu'au-delà du fait de l'amener en transition dans un premier temps, on puisse l'amener avec des continuités. Donc, je vous laisse lire un petit peu les schémas qui arrivent là. Je vais passer la page suivante après. On le voit, là on a cette même enchaînement de transition. L'idée, c'est de développer la polyvalence des extérieurs, parce que là tout le monde va à un moment donné jouer, ou en tous les cas va être en mesure de jouer un pick and roll. Et je vous le disais tout à l'heure, ça enlève un peu de pression au porteur de balle. S'il n'est pas très à l'aise en U15 sur sa capacité à jouer un pick and roll, c'est pas grave. Il ira passer la balle et quelqu'un d'autre ira jouer la situation de pick and roll un petit peu plus loin, avec, vous le voyez, l'enchaînement backdoor sur le dernier schéma. Et puis, voilà, une continuité qui peut être simplement, avec, je vous disais, avec des backdoors, de manière à ce que le seul intérieur qu'on a dans cette catégorie revienne sur un autre pick and roll et permette à un autre extérieur de jouer cette situation. Dernier petit bonus, si on n'a par exemple que 5 extérieurs et que dans notre équipe on veut développer tous ces joueurs-là, je propose une situation de flat screen qui est, je vous le dis, qui va permettre pas forcément justement cette fois-ci de relais au cercle parce qu'on n'en a pas forcément les joueurs, même si en termes de polyvalence ça peut être aussi intéressant maintenant de faire poster les extérieurs de plus grande taille qu'on pourrait avoir.
Mais c'est surtout ici de faire un flat screen qui permet au porteur de balle de générer de nouveau des drives et de la mobilité, ou l'ouverture du poste 3 là, qui pose l'écran en pop, donc au large, qui va générer un tir en spot-up, un catch and shoot plutôt, ou de driver avec un retard défensif parce que D3 sera intervenu et va se replacer sur lui. Voilà, et on peut y amener cette notion, puisque là on a des joueurs extérieurs, cette idée de je feinte l'écran, ce que j'appelle les ghost screens, c'est-à-dire des écrans fantômes. En gros, c'est des slips, c'est-à-dire on feinte la pose d'écran, il y a une collaboration qui s'établit, quelle qu'elle soit, même si c'est un switch, et on va vite occuper le spot d'ouverture. Et là, la confusion que ça crée permet souvent de toucher la balle avec un avantage, et de nouveau d'avoir peut-être un drive et mobilité, ou un tir ouvert. Je poursuis. Ah, vas-y, Romain, vas-y, il y pardon. a deux, trois questions qui se recoupent, qui sont est-ce qu'en amont, c'est-à-dire en amont de la catégorie U15, il y a des choses qui sont pour toi facilitantes dans l'approche du pick and roll en U15, et notamment et questionner l'idée du main à main. Comment toi tu perçois la chose? J'allais répondre par ça, en fait, par cette réponse-là, c'est-à-dire le main à main, qui me semble être en catégorie U13 un bon moyen d'approcher le pick and roll, même si on a tous bien en tête que c'est quand même une situation de jeu différente, mais le fait que globalement, après le main à main et donc la collaboration défensive, on retrouve quasiment les mêmes espaces d'ouverture et les mêmes prises d'informations, oui, ça me semble être un bon préalable. D'autant plus que là, encore plus que la catégorie U15, la polyvalence grâce aux main à main, elle est bien exploitée parce que tout le monde peut jouer un main à main, qu'on soit porteur de balle ou non porteur. Et donc, ça me semble être un excellent préalable. Et ça permet déjà de développer et les prises d'informations et les pocket pass qu'on a évoqués, donc certains éléments techniques qu'on va pouvoir retrouver après. Donc, en effet, si on avait construit une évolution qui part de U13, j'y aurais forcément intégré cette notion de main à main. Ok. Poursuivons sur la catégorie U18. Je vais essayer d'agrandir peut-être un peu. Voilà. Là, je suis à la fin. Voilà. L'idée, c'est de faire un lien donc, entre les catégories. Donc, on retrouve cette situation de transition avec le pick and roll en isolation. Mais là, évidemment, on va retrouver, forcément pas d'ailleurs, mais on peut retrouver deux intérieurs sans que forcément cela soit déjà déterminé comme poste 4, poste 5. Donc, ça permet la polyvalence des intérieurs. Et toujours celle des extérieurs, puisqu'on va retrouver des pick and roll joués par différents extérieurs. Toujours cette notion de continuité qui enlève la pression. Comme vous le voyez, c'est une situation assez classique qu'on retrouve dans beaucoup d'équipes, même du plus haut niveau. Moi, pour dire, je l'appelle la transition Euroleague parce que c'est celle qu'on voit beaucoup, avec le renversement, le backdoor et la continuité. Je vais essayer de remonter un petit peu. Et de nouveau, un pick and roll. L'avantage, c'est que là, si on commence à avoir des joueurs soit qui sont identifiés comme poste 4, soit qui sont encore entre deux postes, mais dont on veut développer le registre un petit peu au large, on peut avoir des short rolls, comme on peut le voir ici, ou carrément même des ouvertures en pick and pop, sans que la continuité soit impactée, puisqu'on peut aller jouer plus loin et de nouveau retrouver les backdoors et les pick and roll. Moi, ce que j'aime bien après dans la catégorie 18, c'est partir de cette même situation de pick and roll rentrant en isolation pour simplement y rajouter un joueur dans le corner. Donc ça, c'est la situation à ma droite, là, avec un side pick and roll. Par contre, l'idée, c'est que pour faire du plus simple au plus compliqué, ce qui, moi, me semble être la bonne démarche, c'est qu'on joue un seul temps fort, mais qu'on le joue en entrée. Comme ça, il n'y a entre guillemets pas de temps fort parasite avant, qui dégrade la qualité du pick and roll qu'on pourrait avoir, qui reste notre temps fort prioritaire. Là, on joue d'abord en entrée. Là, pour le coup, on peut spécifier nos joueurs peut-être qui vont devoir être confrontés le plus aux situations de pick and roll, donc le meneur de jeu et le poste 5. Et il faut commencer évidemment à amener cette fois-ci, on a vu certaines défenses en U15 qu'on retrouvera de toute façon par la suite, mais commencer à évoquer un peu plus précisément les différents aidés reprendre qui pourraient avoir lieu, en essayant de faire du moins agressif au plus agressif, donc le drop, là avec le 5 qui est on va dire très bas, au milieu de la raquette, pour arriver jusqu'au flat, donc celui qui est au niveau de la pose d'écran, et d'aller même jusqu'à des défenses et des aidés reprendre agressifs avec un step out ou même une trappe, même si là on est à la limite de l'aider reprendre, et toujours avec un défenseur 1, là je ne l'ai pas mis sur le schéma, qui passe au-dessus.
Donc globalement, on va avoir une évolution d'un jeu. Alors au départ, on était sur un jeu à 2, là on va être sur un jeu à 3, parce que globalement, avec un drop, la lecture, la collaboration, elle va se jouer quasiment avec 1, 5 et 3. Et puis ensuite à 5, puisque évidemment, quand on parle d'une défense de type step out ou trap, il y aura forcément les 5 défenseurs impliqués, donc une prise d'information de 1 qui va devoir prendre en compte tous ces défenseurs-là. Et enfin, ça me semble être la bonne catégorie aussi pour aborder les pick and roll dans l'axe, où là, bah, toujours en essayant d'aller du plus simple au plus compliqué, on reste sur un short play. Comme ça laisse du temps à l'équipe et donc à celui qui utilise le pick and roll d'exploiter le pick and roll et pas être sous la contrainte du temps, parce que ça amène de la pression et au départ, ça peut être une difficulté. Mais comme c'est un short play, il y a simplement une entrée, donc c'est même pas un Romain, temps fort avant. Oui, je me permets juste de te couper. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce qu'on a des personnes présentes qui sont en début de formation enfin, ce que tu entends par un temps fort et puis un short play pour que voilà, on s'entende bien sur les termes? bien sûr. Alors, l'idée de temps fort, c'est en gros une phase de jeu. Donc, souvent, c'est une relation d'écran. En plus jeune, ça ne l'est pas forcément. On parlait du main à main tout à l'heure. Mais là, l'idée du pick and roll, ça, c'est un temps fort. Et puis, évidemment, ça peut être comme autre temps fort. On peut retrouver les écrans non porteurs, donc de type sortant ou rentrant avec des situations de backpick, d'écran dans le dos. D'écrans, ce qu'on appelle les cross-screens, d'écrans qui croisent l'axe panier-panier pour démarquer un joueur intérieur sous le cercle, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont différents temps forts. L'idée, c'est que plus il y a de temps fort dans un play, dans un système, plus c'est difficile de bien les jouer, parce que la contrainte du temps et des enchaînements qui fait que parfois, ben, on enchaîne sans bien lire et sans bien exploiter chaque temps fort, chaque phase. Et l'idée du short play, donc c'est un système court qui va justement, où il va y avoir un temps fort, voire deux maximum, mais au moins où ça laisse un petit peu de temps pour l'exploiter. Et souvent, ce short play, ça amène parfois un tir très rapide, et c'est aussi pour ça qu'on veut réduire le temps de possession, mais parfois simplement, on va utiliser quasiment les 24 secondes, mais au moins, on a du temps pour, plus la défense va être compliquée, plus ça va demander du temps pour bien l'exploiter et au moins on s'enlève cette pression-là. Merci. Je t'en prie. Évidemment, ici, là, on va retrouver quasiment, on va amener de la variété défensive parce qu'en U18, ce qu'ils vont rencontrer le week-end, les jeunes joueurs, c'est ça aussi, c'est de la variété défensive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un coup imbriquer, je ne sais pas, 6 défenses différentes, non, bien sûr. Mais il faut être capable d'être réactif sur 2, voire 3 défenses différentes. Donc, comme je vous le montrais, là, c'est un petit play très simple, un départ en diamant avec une sortie d'écran de 2 pour juste se démarquer. L'écran de 5 est même pas un temps fort, on va le faire volontairement très haut au niveau du coude, là, du elbow, pour que D2 suive forcément. L'écran va être haut, puis il va avoir tendance à suivre. Et pour démarquer D2, pour lui filer la balle, et pour exploiter le temps fort qu'on a juste derrière, où on voit un pick and roll dans l'axe, avec 2 extérieurs à l'opposé. Pourquoi commencer par ça? Parce que on a dit qu'avant, on avait un extérieur dans le dos. Sur la situation précédente, on avait 3 qui étaient dans le corner. Là, on en met 2, donc on élève le niveau de difficulté de prise d'information. Par contre, le fait de commencer par deux joueurs extérieurs, souvent qui sont de plus petite taille, ça facilite quand même les passes qu'on pourrait trouver à l'opposé. Si on avait mis des 4 à l'opposé, des 4 étant évidemment un peu plus grand, peut-être qu'on se met en difficulté. Alors que là, en mettant des 4 côté balle, il va peu intervenir comme il est côté balle, il va pas pouvoir collaborer ou quasiment pas. Et globalement, on facilite le travail de D2. L'avantage, c'est que cette situation, on peut la faire évoluer très facilement selon les qualités des joueurs qu'on a en U18 qui commencent à se définir dans le profil, ou on peut valoriser d'autres joueurs. La situation en haut à gauche ici, tout simplement, c'est la même, sauf que on ne donne pas la balle à 2 et au moins on fait exploiter le pick and roll. Là, je ne l'ai pas mis, mais 5 qui reviendrait au pick and roll sur 1. Voilà. Ce qui permet de solliciter différents joueurs dans l'utilisation du pick and roll. Pareil, dans la variation des positions, j'en parlais tout à l'heure, cette fois-ci, 4, au lieu de le faire venir corner côté balle, eh bien, il vient tout simplement se mettre à 45 degrés à l'opposé. D1, il fait sa passe comme on l'a vu précédemment, et il fait un passe EVA pour aller dans le corner. Ce qui est intéressant aussi parce que D1, dans le corner, la plupart du temps, c'est son joueur qui va intervenir sur le pick and roll, et c'est le joueur souvent le plus petit et le moins à l'aise dans ce genre d'intervention sur un rôle de D5.
Et puis enfin, pour terminer, on peut à ce moment-là aborder les situations de short roll qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure, parce que certains intérieurs, et on le voit de plus en plus, le short roll est une situation de plus en plus exploitée, donc il faut bien y venir. La situation U18 me semble être un bon moment. Et ben là, on fait exactement la même chose, le même positionnement, sauf que le 1, au lieu de rester où il était au moment du short roll, il vient très simplement couper dans le short corner, c'est-à-dire dans l'espace près du cercle, pour libérer le coude, là, vous le voyez bien, avec 5 qui va pouvoir s'ouvrir dans cette zone. Voilà pour la catégorie U18. Et on enchaîne par la catégorie U21 pour que vous compreniez bien toute la logique et toute l'évolution. Évidemment, la catégorie U21 est celle qui est juste avant c'est la dernière marche avant le jeu senior. Donc là, il faut en tous les cas, l'idée, c'est que si on a bien travaillé avant, on peut amener un nombre de plays un peu plus important et avec plus de variété. Pour autant, on veut garder ce lien avec ce qu'on a fait au préalable. Donc, vous voyez la situation de transition qu'on avait tout à l'heure. À mon avis, c'est le moment, même si parfois on le fait un petit peu plus tôt en U18, d'aborder peut-être la dernière défense qu'on n'a pas encore abordée et qu'on voit également de plus en plus à haut niveau, ce qu'on appelle ice ou no pick ou push, qui est cette situation où, comme vous le voyez sur le schéma, je vais essayer de l'agrandir, ça sera mieux. D1 se met en opposition à la prise de l'écran et D5, lui, protège l'accès au panier. Donc ça, c'est des situations où D5 viendrait classiquement poser l'écran ici. Évidemment, on pourra en parler tout à l'heure, là, on va inverser la pose d'écran et on va trouver des repères un peu différents pour que 1 puisse attaquer le 5 de l'autre côté. Donc là, on développe vraiment la réponse à toutes les défenses que les jeunes joueurs pourront retrouver l'année d'après, peut-être à haut niveau, ou dans les équipes seniors dans lesquelles ils sont. Et puis là, on voit vraiment maintenant, en U21, il faut que chacun ait son poste de jeu. Donc on voit vraiment des postes de jeu différenciés avec le poste 5 et 4 et poste 3. Les arrières pouvant, évidemment, on le voit bien même sur l'équipe du jeu senior, pouvant être indifférenciés. Il y a une question, Romain. Vas-y. Concernant notamment en fait tout le jeu sans ballon et le spacing autour de l'écran, comment tu réussis à inculquer le fait que il faut que ces espaces soient libérés pour que ça puisse être exploité, quoi. Alors ça, justement, c'est, je trouve, la partie la plus complexe parce que, on va dire la collaboration à 5, celle-ci demande le plus de maîtrise. Autant voilà, quand on reste sur des jeux à 2 relativement simples avec des défenses, on va dire relativement basiques, même si elles ne sont pas toujours faciles à attaquer, mais en tous les cas, elles sont relativement limitées dans le nombre de défenseurs impliqués. Ça nécessite pas toujours d'avoir une précision de haut niveau. Par contre, évidemment, là, tout à l'heure, on parlait des situations d'aider reprendre. Là, c'est des situations justement qu'il va falloir aborder à 5 et maîtriser à 5. Et donc, l'intérêt de commencer assez tôt les situations de pick and roll, c'est que les situations de défense, on va dire basiques, normalement, au fil du temps, elles vont être maîtrisées. Par contre, quand on va arriver sur des collaborations à 5, là, ça prend plus de temps. Et là, ça demande un peu plus de temps passé en 5 contre 5. Autant avant, et je vous en parlais tout à l'heure pour finir, pour moi, passer du temps dans le jeu à 2, jeu à 3, c'est pour moi très très important, même avec des U21. Pour autant, on ne pourra pas se faire l'économie de collaborer à 5 parce que toutes les défenses qui pourront être proposées, quasiment toutes, elles impliquent, comme tu le disais, une mobilité, un jeu sans ballon et un spacing différent. C'est là où on arrive, pour moi, à une vraie complexité, c'est qu'il faudra réussir à simplifier tout ça. Évidemment, là, ça prendrait trop de temps pour les aborder, même si tout à l'heure, si certains veulent qu'on aborde une stratégie défensive particulière pour présenter les stratégies offensives adaptées, aucun problème. Mais voilà, c'est ce qui demande du temps à la fois dans l'implémentation maintenant et à la fois dans la maîtrise pour les joueurs. Ok. Je poursuis avec cette situation-là à gauche. En gros, on a un side pick and roll après un main à main. Donc là, pour le coup, on rajoute un temps fort. On amène de la complexité en rajoutant un temps fort avant le pick and roll. L'avantage, c'est qu'on retrouve exactement la même situation qu'on avait tout à l'heure en U18, si vous regardez à droite ici. Donc, on a un vrai lien. Donc, c'est en rajoutant un temps fort, on étoffe la culture tactique, parce qu'évidemment, le main à main, il aura certainement été déjà abordé avant, comme on le disait, peut-être même en U13. Surtout que là, c'est entre deux extérieurs.
Mais en rajoutant un temps fort supplémentaire, on amène de la complexité à la défense. Parce que là, évidemment, U21, on va aussi aborder des capacités défensives élevées. Et pour favoriser notre exécution offensive, on va devoir amener de la complexité pour poser des problèmes. Attention, il faut veiller juste à la dégradation de la qualité, c'est-à-dire que des fois, en amenant de la complexité défensive, on en amène aussi en attaque, et qu'il faut bien voir l'équilibre que l'on amène en rajoutant des temps forts. Le lien avec la catégorie 18, on va le retrouver aussi avec les schémas d'après. Alors, vous allez le voir, c'est dommage, ils ne sont pas sur la même page. En gros, là, après, on va aller chercher des longues plays, donc c'est-à-dire des systèmes longs, où, par exemple, on va avoir 2 pick and roll au cours du même play. Voilà. Et vous allez voir à la fin, sur le dernier schéma, qu'on retrouvera le play qu'on avait en fin de catégorie 18, avec un pick and roll dans l'axe. Mais au préalable, je vous propose de regarder le premier ici, qui est une situation de corne assez classique, mais qui nous permet déjà de jouer un premier temps fort, avec le pick and roll du 5, le 4 qui ouvre large. Si on n'a rien d'ouvert dans cette situation, alors on va aller chercher plus loin. Le 4 va enchaîner un main à main avec le 3. Et on va retrouver, vous allez le voir, ça va prendre plus de sens par la suite. Et on va retrouver une situation de top pick and roll. Vous le voyez, là, le schéma à gauche et à droite qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est la même. On l'aura déjà travaillé tout à l'heure avec un short play. Et maintenant, on aura juste amené de la complexité en y rajoutant des temps forts et en particulier en rajoutant même un autre pick and roll en entrée de système. On aurait donc eu l'occasion de jouer deux pick and roll avec, vous l'avez vu, 2 porteurs de balles différents. Rapidement, plus le niveau de complexité défensive va s'élever, plus il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, rajouter, alors, pas forcément des temps forts, mais en tous les cas des petites astuces pour que la collaboration défensive soit plus difficile pour la défense. On peut voir ici, une situation de backpick, d'écran dans le dos, qui permettra de retarder la collaboration de 5 sur le pick and roll ici, puisqu'il devra déjà défendre ce premier temps fort là, et il sera forcément en retard ici. Alors c'est surtout intéressant, et c'est pour beaucoup de défenses, mais en particulier pour les défenses qui veulent être agressives, parce que ce sera difficile d'être là, par exemple, à se montrer sur 2 et en même temps d'être agressif de ce côté-là. C'est un peu la même idée ici avec ce qu'on appelle les ram screens, c'est-à-dire les écrans béliers, où en gros, il y a un petit écran préalable, un écran pour le coup non porteur, qui va empêcher D5 ici d'être à l'heure pour collaborer avec D1. Et dans la même idée, là, 2 pick and roll enchaînés, un premier pick and roll ici, qui n'est pas exploité, où très vite on va donner la balle à 2 pour qu'il exploite, lui, le vrai temps fort qu'on veut exploiter. Mais évidemment, D5, la plupart du temps, va devoir collaborer sur le premier, donc il sera en retard pour la sortie sur le deuxième. Et enfin, une situation qu'on voit beaucoup, qui est revenue beaucoup à la mode ces dernières années, ce qu'on appelle les situations de Spanish pick and roll. Là, c'est la dernière case ici, où en gros, cette fois-ci, on ne retarde pas la venue de D5, mais on retarde le replacement de D5 après le pick and roll. Donc en gros, le pick and roll a lieu ici, D5 qui collabore, quelle que soit la défense qu'il propose, et D2 vient poser, là, cette fois-ci, un écran non porteur backpick, un écran dans le dos, pour que quand 5 roule le cercle, D5 soit retardé. Voilà, ça c'est une situation qu'on voit beaucoup. Alors, il me reste juste à vous présenter, je ne sais pas si François, il y a des questions là. Sinon, je vous présente rapidement des situations pédagogiques pour aborder le pick and roll. Non, vas-y, a priori, il n'y a pas une question qui est ressortie pour l'instant. Parfait, comme ça, je fais ça en 5 minutes et ça nous laisse du temps derrière pour quelques questions. L'approche est la suivante. Quand on travaille, quel que soit le nombre de défenseurs et de joueurs sur le terrain, il faut que l'exigence soit aussi forte du côté défensif que du côté offensif. Ça permettra à l'attaque de bien travailler et ça permet de toute façon même aux défenseurs de se développer sans que ce soit une situation qui soit focus sur l'aspect défensif. En gros, là, les assistants pour moi auront l'important. Moi, je vais peut-être mettre mon œil et ma concentration sur l'aspect offensif du pick and roll. Par contre, je vais essayer de faire en sorte que mon ou mes assistants puissent eux avoir un œil et une exigence sur l'aspect défensif, ce qui élèvera le niveau de la situation et permettra à tout le monde de travailler du mieux possible. Du simple au complexe, j'en ai parlé, c'est valable dans l'évolution à travers les années du jeu, mais c'est aussi valable dans les situations d'entraînement. De l'analytique vers le global, même si le global de temps en temps peut être une introduction. C'est-à-dire que le fait de voir une situation globale
peut évidemment permettre aux joueurs de bien visualiser ce vers quoi on veut tendre et de prendre déjà des premiers repères de difficulté, ce qui donnera du sens à ce qu'on va faire dans l'analytique après. De la technique individuelle vers la stratégie collective, vous l'avez bien compris. Donc ça va commencer par les échauffements pour aller vers quasiment du jeu à 5. Du directif au collaboratif, c'est-à-dire que au départ, évidemment, les jeunes joueurs, je pense au U15, le pick and roll, pour eux, c'est une inconnue, c'est complexe. Donc là, il faut, en tant que coach, être très directif et leur amener de l'information par nous. Et j'irai jusqu'en U21, où moi, j'essaie de laisser un maximum de temps aux échanges, même à l'intérieur de l'entraînement, pour que les joueurs, entre eux, puissent se donner des feedbacks, et souvent qui est encore mieux écouté et qui a encore plus de force qu'un feedback qui est donné par un coach ou par son assistant. Enfin, évidemment, acquérir quelque chose, acquérir un apprentissage, c'est évidemment le répéter. J'ai pour habitude de dire que, en termes d'efficacité, surtout avec les générations que l'on a en ce moment, un peu souvent, c'est beaucoup plus efficace que beaucoup une fois. Évidemment, ça n'empêche pas une bonne séance autour du pick and roll, mais y revenir régulièrement, ça me semble être plus efficace parce que l'attention est supérieure, la concentration est supérieure quand on y revient souvent, mais pas forcément très longtemps au cours de la même séance. Rapidement, la première situation, c'est une situation d'échauffement qu'on peut faire avec seulement un extérieur, un intérieur. Vous le voyez, 5 et 1. Mais on peut aussi rajouter un joueur extérieur ici. Tout le monde ou quasiment va tirer. On a un coach ici avec un ballon. Au départ, c'est un qui va décider s'il passe la balle ou s'il tire. Le coach va s'ajuster en lui donnant un ballon ensuite pour qu'il tire après dribble, puisqu'on a parlé des fondamentaux tout à l'heure des tirs après dribble. Mais après, ça pourrait être le coach qui décide pour amener dès l'échauffement, et même s'il n'y a pas d'opposition, une notion de prise d'information dont on parlait tout à l'heure. C'est important de placer le coach au bon endroit, selon la défense qu'on veut aborder, et pour qu'on ait les bons angles de passe qui correspondent aussi aux situations collectives qu'on pourrait retrouver. C'est la situation, vous avez compris, c'est que si le poste 1 tire, le coach il va passer à 5 ou à 3. Ensuite, pour moi, je passais beaucoup de temps, même avec des U21, en 2 contre 2. Romain, dans un espace... une question. Oui. Ouais, qui redescend forcément sur les catégories, c'est-à-dire que dans l'approche là, toutes les poses d'écran se font plutôt sur la ligne à 3 points ou légèrement au-delà. Mais tu l'as abordé tout à l'heure, là, il y a des problématiques, notamment un petit peu quand on descend sur les catégories, de capacité à mettre des paniers de loin. Et est-ce que tu as, on va dire, des modalités pour faire en sorte qu'il y ait quand même, si l'écran on passe dessous, qu'il y ait ce danger dans le tir? Voilà, alors c'est l'astuce que je donnais, c'était de dire, voilà, les quelques fois où la défense va passer dessous, c'est de travailler, et dès U15, ça ne me choque pas, parce que ça oblige le joueur intérieur à, comme je disais tout à l'heure, prendre des informations. Et donc, il va pouvoir prendre des informations évidemment avant l'écran, parce que souvent, le défenseur qui passe dessous, c'est assez tôt qu'il se positionne, ou même après. En tous les cas, je parlais tout à l'heure de très tôt dans l'ouverture, de tourner sa tête, quelle que soit l'ouverture, parce que là-dessus, je ne suis pas dogmatique. Il faut, à mon avis, s'ajuster aux préférences des joueurs. C'est de dire de prendre des informations et de voir s'il est passé dessous et que ça n'a pas généré de tir de son coéquipier, parce que comme tu disais, parfois la distance de tir est trop importante. C'est de revenir sur un deuxième écran, et en revenant sur ce deuxième écran, d'essayer de revenir plutôt à plat, de venir sur un flat screen. Donc ça peut être sur un repique comme je le dis là, mais ça peut être aussi dès le départ, et c'est pour ça que je l'ai montré dès la catégorie 15, l'écran à plat. Parce que l'avantage de l'écran à plat, le flat screen, c'est que c'est très difficile, même pour le défenseur du porteur, de passer en dessous. Parce que comme il est à plat, il ne sait jamais de quel côté il doit passer, et ça permet à D1, justement, de pouvoir attaquer facilement, ça permet à 1 d'attaquer facilement D1. Donc, cette idée de flat screen, soit on l'a dès le départ, ce qui globalement rend le passage en dessous très difficile, ou alors en repique, quand le premier pick and roll très classique n'a pas permis d'ouvrir un tir ou de l'agressivité. Et en venant sur ce repique, donc ce deuxième écran, si on vient à plat, en flat screen, de nouveau, là au moins on peut agresser, ou alors s'il passe une deuxième fois dessous, D1, d'avoir un tir avec un repique en zone intermédiaire, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que le repique, comme il se fait après le roll, il va se faire à l'intérieur de la ligne à 3 points.
Et ce qui fait que si D1 il passe de nouveau dessous, là on a un tir à une distance, même si c'est un tir après dribble qui n'est pas toujours évident dans cette catégorie, en tous les cas on ouvre un tir qui a une distance favorable pour les U15. Ok. Voilà, donc je termine. Les situations de 2 contre 2, il faut limiter l'espace pour que ça ait du sens dans le jeu à 5. Essayez de répéter les possessions offensives, c'est-à-dire que jouer 3 ou 4 possessions avec la même équipe en attaque, ça me semble intéressant pour répéter les choses, c'est-à-dire pour les vivre consécutivement. Parfois, s'il y a trop de rotation, ben, on vient de vivre une situation qu'on n'a pas bien gérée et il va falloir attendre quelques passages suivants, de passer en défense, d'attendre qu'une autre équipe passe pour tout de suite se remettre dans cette situation. Ça me semble important de les répéter au départ. Une seule stratégie défensive dans un premier temps, parce que déjà bien gérer la même stratégie défensive, c'est déjà une étape importante. Après, ce que j'appelle le Popovich Drill, c'est la même chose, mais en transition. On a 2 coachs sur le côté, on enchaîne les 2 contre 2, il faut simplement à chaque fois passer la balle à l'un des coachs sur le côté, qui transmet à l'équipe qui est en attaque au milieu de terrain. Et là, on retrouve des situations de transition. Alors, je vous disais, c'est parfois facilitant parce que ça permet parfois d'avoir un petit temps d'avance sur la défense. Mais par contre, l'intensité s'élève et exécuter tout ça avec une intensité élevée, c'est parfois un peu plus compliqué. Et là, pour le coup, on peut amener 2 stratégies défensives différentes. On amène la rotation des équipes et donc forcément, on va vers un peu plus de complexité. Très facile d'évoluer vers le 3 contre 3 quand on aborde en particulier les défenses d'aider reprendre. Comme vous le voyez, il faut simplement limiter la zone d'évolution de 3 pour que ça corresponde de nouveau aux situations qu'on retrouve à 5. Et là, pareil, on peut varier les situations d'aider reprendre. Elles peuvent être peu agressives ou au contraire très agressives. Mais dans tous les cas, 3 va avoir un rôle à jouer. Et là, les prises d'informations de D1 vont correspondre exactement à celles qu'on va retrouver dans le jeu à 5. Évidemment, après, il faut aller vers un nombre plus important de joueurs parce que c'est ça qui amène la complexité aussi, les espaces qui sont réduits et les informations qui sont plus nombreuses. Donc du 4-4, du 4-4 ou du 5-5, avec là des variations défensives et l'intégration éventuellement de temps forts préalables. Tout à l'heure, on a vu la base diamant ou l'entrée en main à main pour retrouver ce temps fort. Ne pas oublier de faire du 5-5 régulier. Pour moi, c'est pas c'est pas un temps très important que je consacre, mais il faut évidemment y passer du temps parce que ça reste la réalité. Il faut bien confronter les joueurs, même en U15, à cette réalité-là. Où là, il faut jouer pour moi sur 2 ou 3 possessions consécutives. Pas avec la même attaque, la même équipe en attaque, hein, je m'entends, mais on commence sur le demi-terrain, on joue une situation tout terrain de l'autre côté et on revient éventuellement sur une situation tout terrain. Pour varier les situations et de transition et de ce qu'on appelle les set plays, donc les attaques placées, on va dire, où là, on pourra varier les longues plays, les attaques longues et les short plays. Et là, on peut varier les situations défensives qui sont opposées. Voilà. Et ce sera facile en fin d'entraînement, quand on veut redescendre un petit peu et finir avec un temps un peu moins fort, de revenir sur les fondamentaux par poste, que ce soit des tirs ou des enchaînements en dribble, peu importe, où là, ça aura beaucoup plus de sens grâce à tout ce qu'on aura pu vivre avant. Là, ça pourrait ressembler à une situation d'entraînement, une séance d'entraînement type. Je vous dis, la plupart du temps, moi, ces situations-là, elles sont découpées à d'autres moments, mais en tous les cas, on peut aussi considérer que la première séance, elle ressemble à celle-ci. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. On peut peut-être, sur les 8 minutes qui nous restent, écouter vos questions s'il y en a. Ouais, je vais inviter là ceux qui ont posé les dernières questions là, sur le chat à peut-être brancher leur micro et à poser la question parce que ça fera plutôt écho facilement, on va dire, à ce qu'ils veulent, à comment ils veulent t'interpeller, entre guillemets, par rapport à ça. Ok. Donc, on vous écoute. Je sais que là, il y avait plusieurs personnes. Oui, bonjour, Romain, c'est Pascal Thibault de Rennes. Je t'appelais j'ai envoyé un message, c'est moi qui posais la question par rapport à la menace du tir à 3 points sur les U15 là ici. Et est-ce que ça vaut pas le coup de sortir un petit peu de la logique du match et du 5 contre 5 et de travailler pour cette situation qui me semble fondamentale, c'est-à-dire la lecture du passage de D1 sous l'écran et la capacité à anticiper du travail du tir, à travailler plus proche du cercle, à une distance où leur efficacité du tir sera raisonnable, même si après on comprend bien que sur les situations globales de 5 contre 5, cette distance-là ne sera pas fonctionnelle.
Ouais, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours que en faisant ça, évidemment, on facilite les choses. Ça a beaucoup de sens, hein, évidemment. Et en même temps, ouais, on perd cette petite cohérence avec le jeu à 5 et puis cette idée d'espacement, de spacing avec les autres joueurs. Et c'est tellement quelque chose, comment dire, qui moi derrière me semble important d'avoir d'étirer au maximum le jeu, d'agrandir le terrain. Que chez moi, c'est un dilemme. Ouais. Et je suis d'autant plus humble par rapport à ça que la catégorie U15, c'est celle que je connais le moins bien parce que j'ai jamais coaché en U15. C'est la seule catégorie que j'ai pas entraîné. Pour autant, les attentes que je pouvais avoir en coachant la catégorie 18 m'obligeaient évidemment à être hyper attentif à ce qui se passait en U15. Mais j'ai pas de réponse toute faite. C'est une bonne piste évidemment que tu évoques. Moi, je l'ai même abordé dans certaines situations pour le fait de jouer à l'intérieur de la ligne à 3 points. Je l'ai même fait parfois pour le jeu intérieur, pour la capacité à jouer dans un petit espace. Et pour autant, je ne sais pas si c'est complémentaire après quand on reprend les repères à 5. Est-ce que c'est un bon outil pédagogique ou au contraire, est-ce que c'est justement contraire? Ah, j'ai pas de réponse toute faite. Pour moi, c'était la réponse la plus évidente, c'était ça, c'était de dire on travaille autour du repique pour que, ou de l'écran à plat, du flat screen, pour permettre à ces joueurs qui n'ont pas encore cette distance de tir, d'avoir des tirs quasiment les mêmes, mais à une distance plus proche. Mmh. Ouais, j'ai bien compris. C'était juste que cette histoire de repique là derrière, c'est quelque chose qui finalement va arriver assez rarement et qui va être assez long à mettre en place, alors que cette lecture du tir ou pas tir est pour moi à la base de la première lecture que doit avoir le débutant sur le pick and roll. En fait, c'est tout. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, je te Moi, rejoins. juste comme ça pour me positionner, moi, j'hésite vraiment pas à sortir de la situation 5-5 pour faire du travail 2-2 spécifique, proche du cercle, pour qu'ils aient bien cette logique-là très vite. Ouais, je vois l'idée. Je vois l'idée de construire les bons repères au début, même si le week-end, enfin le week-end, quand ils vont retrouver le jeu à 5, peut-être que ce sera moins évident. Mais au moins, je vois cette idée on construit les bons repères dès le début, même si on les exploite pas forcément dans le jeu à 5. Ouais, aucun doute que ça a du sens. Je conçois bien la notion de complexité que l'idée de repique peut avoir et que l'idée de flat screen soit, comment dire, quelque chose de finalement d'assez pas complexe pour le coup parce que c'est assez simple à mettre en œuvre, mais un peu, comment dire, un peu rare et un peu évolué. Ça correspond plus à des repères stratégiques de basket pro. Hein. Je l'entends bien. Ah ouais. Il y a une question qui sort là, avant que je passe la main à David aussi, qui en avait une aussi. On le voit très souvent hein, sur la catégorie notamment U15 ou sur des équipes qui sont peut-être un petit peu moins organisées, qui font appel sur les écrans au changement systématique au switch. Et qu'est-ce que tu suggères par rapport à ça? Alors, quand on a une difficulté, enfin, quand la défense adverse nous propose une difficulté, j'essaie toujours de faire comprendre aux joueurs et moi de garder ça en tête, de toujours d'abord trouver les solutions par la technique individuelle, c'est-à-dire de ne pas aller trop tôt sur les réponses, on va dire, stratégiques. Donc, les réponses individuelles, elles sont celles qu'on a abordées au début. C'est quand il y a un switch, il y a forcément une part d'anticipation des défenseurs quand le pick and roll va le jouer. Donc, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit au tout début, à savoir s'il y a un peu d'anticipation, de toute façon, il y a un moment ou autre où on va prendre les informations. Donc, le porteur de balle, lui, va pouvoir attaquer à l'opposé. Il se peut que son défenseur, il se relâche un peu plus tôt parce que comme il sait que le switch va arriver, il se relâche un peu plus tôt et on peut attaquer même avant l'écran. Celui qui va venir poser l'écran, de la même manière, comme son défenseur est déjà prêt à switcher, il peut très bien, ce qu'on disait tout à l'heure, slipper l'écran, c'est-à-dire ne pas poser l'écran, feinter la pose d'écran. Et déjà, ces aspects-là vont permettre de mettre en difficulté la défense. Donc ça, c'est à la limite des réponses déjà individuelles, qu'il faut même aller tout simplement, Pascal disait tout à l'heure, pas oublier que, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, pas oublier de jouer le pick and roll pour soi. Le porteur de balle, il doit d'abord être agressif, donc jouer pour soi le pick and roll. C'est-à-dire que si le switch il est mal fait, et ça arrive aussi au début quand il y a des switches, en particulier si, je ne sais pas, le joueur qui switch, il est peut-être un peu moins mobile ou peu importe, il ne faut pas oublier d'être agressif. C'est-à-dire que là, c'est une solution d'abord individuelle. Je vais déborder celui qui a changé sur moi
et en le débordant, ça va générer peut-être des situations défensives et donc des situations de fixation passe comme on l'entend. Si ça n'a pas eu lieu, évidemment, après, il y a plusieurs réponses stratégiques au switch. Il y en a beaucoup. Il peut simplement, je l'ai montré tout à l'heure sur le schéma, si on raisonne sur la catégorie U15, revenir en dribble ou passer la balle à un coéquipier pour exploiter là, pour le coup, les fondamentaux de l'ouverture d'écran, où le poseur d'écran, il va faire en sorte de garder son joueur dans le dos. Donc là, on va pouvoir travailler vraiment sur des ouvertures qui ont du sens. Parce que là, elles obligent à être fléchies, elles obligent à être en volume pour garder D1, on va dire, dans son dos et exploiter une situation près du cercle, soit pour finir, réponse individuelle, soit éventuellement pour que les coéquipiers bougent autour, qu'il y ait de la mobilité et qu'on puisse retrouver, j'imagine, des repères qu'en U15, pour moi, on doit maîtriser. Après, si on veut aller plus loin, il y a plein de manières d'attaquer le switch qui peuvent être simplement, si là on va vers la catégorie U21, ça peut être jouer des situations de high-low. Je vais essayer, si on a encore un peu de temps, tu me dis François, c'est toi qui me régule. Je vais essayer de vous le montrer. Il faut que je repartage ton écran. Ah, ok. 2 secondes. Hop. Ça doit être bon. Ouais, c'est ça, normalement. Ok. Alors, voilà. En gros, je vais essayer de vous montrer quelques. Alors, ça sera moins clair que ce que là, c'est sur mon face draw directement. Switch. Donc, je parlais des slips, la capacité à driver fort, évidemment. Les réponses d'abord individuelles. Rattaquer, hein, j'essaie de vous montrer l'ouverture d'écran. Voilà. Ça, je voulais vous montrer surtout des choses qu'on peut retrouver facilement en U21. Alors, évidemment, en U21, là, on a des vrais, comment dire, quand il y a des switches, en particulier entre le 1 et le 5, on a des vrais, ce qu'on appelle des mismatchs, des vrais avantages, ou en tous les cas des avantages de vitesse et de taille. L'une des manières, c'est simplement, comme vous le voyez sur le schéma 7 ici, là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est de dire, on va le jouer par l'extérieur, en particulier quand il nous reste peu de temps, ça semble être la situation la plus abordable. S'il nous reste vraiment très peu de temps, il ne s'agit même pas de passer la balle, il s'agit de remonter dans le terrain en dribble pour aspirer des 5 et avoir un maximum d'espace derrière pour l'attaquer, que ce soit pour finir, même si des fois il est là pour nous rendre la tâche difficile avec le contre, ou en tous les cas pour kicker à des coéquipiers, passer à des coéquipiers. Ce qui est intéressant souvent aussi, c'est de passer, quand on a un peu plus de temps, c'est de passer la balle à un coéquipier extérieur. Des 5, souvent, il se dit j'ai fait mon travail, je me relâche un petit peu. On fait passe boomerang, c'est-à-dire qu'on fait retour de passe au porteur de balle. Et là, du coup, comme des 5 se relâchent un peu, on peut l'attaquer encore plus nettement. Si des 5 de temps en temps veulent être agressifs, parce que ils sont pas bêtes, les 5, des fois, ils se disent il ne faut pas qu'elles reviennent dans les mains du meneur de jeu, sinon je vais me faire attaquer. Donc, ils contestent, ils deny le retour de passe. Et là, on peut avoir des situations de backdoor. Ou alors, au contraire, on va prendre la balle très très haut dans le terrain et le 1 contre 1 sera facilité. Donc ça peut être une situation assez basique. Jouer l'avantage, bon, le rebond off évidemment, quand ça switch, le rebond off est une situation évidente. Je vous parlais tout à l'heure des high-low. Si on regarde la situation 11, que ce soit avec le 4 ou le 2 qui soit en tête de raquette, jouer un pick and roll, provoquer le switch et essayer tout de suite d'amener la balle dans l'axe du terrain, quelle que soit la situation de pick and roll, c'est tout simple, c'est tout bête, mais n'empêche que ça, c'est un bon moyen très vite d'amener la balle très près du cercle. Toujours est-il qu'il faut être organisé, que ce n'est pas toujours simple dans n'importe quelle situation de pick and roll. Et puis parfois, je voulais vous montrer une dernière. Il y en a plusieurs, évidemment. Voilà. Ça, ce sont des situations de high-low. Il y a l'enchaînement tout de suite. Alors, il y a certains, et ça me semble avoir du sens parce que c'est vraiment intéressant, peut-être même en U15, c'est de dire, en U18, en U21, aucun doute, c'est de dire, quand il y a une situation de switch et qu'il n'y a rien d'évident pour, par exemple, jouer techniquement la possibilité, c'est de dire, surtout, on n'arrête pas le ballon pour jouer ces mismatchs-là, justement. Au contraire, on continue à bouger la balle parce qu'il ne faut pas oublier que le switch oblige des 5 à être loin du panier. Donc, il ne peut plus protéger le cercle. Il va être en gros proche de D1, et D1 doit rester haut dans le terrain.
Et si on bouge vite la balle à l'opposé, alors on peut penser qu'il y a des attaques en dribble qui sont en bougeant la balle vite, et donc qu'il y ait des close-out qui s'opèrent, des replacements défensifs. Et donc là, on va pouvoir attaquer les replacements défensifs. Et surtout, l'avantage, c'est que le cercle, il est plus protégé par D5, par le joueur souvent le plus dissuasif, le plus grand. Et donc, c'est intéressant pour finir ou pour de nouveau créer des retards défensifs. Une des autres opportunités, c'est toujours dans cette idée de on n'arrête pas le ballon, mais au contraire, on enchaîne d'autres choses pour que la défense continue à se déplacer et qu'on la mette en difficulté. C'est d'enchaîner, par exemple, sur une pick and roll, qu'on enchaîne tout de suite avec un autre temps fort. Donc là, si on voit la situation 16, avec un main à main, on rajoute un main à main. Et là, si on rajoute un main à main avec un autre intérieur, souvent, 4 et 5, ils n'ont pas l'habitude de collaborer tous les deux. C'est une situation qu'ils ne connaissent pas, le main à main entre 4 et 5. Et du coup, ça génère de la confusion et ça offre une opportunité pour attaquer ces deux grands. Et je voudrais terminer, c'est valable pour le pick and roll supplémentaire, comme vous le voyez sur la situation 17, c'est quasiment la même idée que le main à main. Et j'aimerais terminer par les situations pour retarder, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. La dernière, là, la situation 22, c'est un colloque récent que j'ai vu, peut-être que certains l'ont vu, c'est Bartzokas, l'entraîneur actuellement de l'Olympiakos, il est revenu à l'Olympiakos, qui parlait justement du switch au pick and roll. Et lui, dans toutes les situations qu'il a dans son jeu, il fait la chose suivante, c'est qu'il joue un pick and roll, il passe la balle dans l'axe, peu importe à qui. 5, vous le voyez, moi je ne vois pas très bien ce que j'ai, mais vous le voyez, il va à l'opposé. Ça permet de temps en temps de jouer un hello entre 2 et 5, de temps en temps. Mais surtout, ça permet à 2, dès la prise de balle, d'attaquer fort. Et en gros, alors j'ai oublié un petit préalable, là où c'est complexe, et là on va vraiment sur des choses, pour le coup, qui se rapprochent du basket de senior, c'est on joue le pick and roll, d'accord, on est d'accord, on met la balle dans l'axe à 2, on vide le côté, donc là c'est facile parce que j'ai mis personne, c'est une situation par exemple d'isolation, mais s'il y a quelqu'un, il faut qu'on imagine 3 là que vous voyez au niveau de ma flèche, il vide le côté, et là il y a attaque tout de suite de 2, et là en fait la mismatch extérieure, donc de 1 face à D5 qui va être dans cette zone-là, elle est facilitée par le fait que l'attaque de 2 implique l'aide défensive de 5, et quand 1 il va toucher la balle, 5 il est obligé de faire un replacement, un close-out sur D1, et là l'avantage il est comment dire, il est très important, il est énorme. 5 il ne pourra jamais arrêter D1 dans cette situation. Et donc là on a des avantages beaucoup plus nets. J'espère avoir été clair. Merci. Il restait quelques petites questions, mais on arrive au bout de la présentation, donc c'est pas on va dire une volonté de squeezer des personnes, hein, désolé pour les dernières, mais il faut qu'on tienne un petit peu les délais parce que je sais que certains enchaînent aussi derrière là, sur d'autres réunions. Est-ce que tu aurais un dernier mot entre guillemets à nous partager, Romain? Ouais, globalement, j'en ai pas forcément préparé, mais en tous les cas, l'idée que j'aimerais faire passer, c'est de garder cette idée de le repère qu'on peut avoir dans l'approche et de l'entraînement et du jeu, qui est vraiment de dire on fait du simple au compliqué. J'avais plusieurs repères que j'ai donnés tout à l'heure dans la construction de l'entraînement, mais en tous les cas, essayer de garder cette idée-là en tête. C'est pas toujours évident parce que là, on a parlé d'une évolution idéale de U15 à U21 et qu'on sait très bien que les joueurs, ils sont pas forcément toujours dans notre club de cette catégorie à une autre. Mais de garder ça en tête, globalement, à mon avis, on ne fait pas de fausse route. Voilà. De ne pas aller trop vite et de faire en sorte que de ne pas passer d'une étape trop rapidement. Et que si ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas grave, on y passe un petit peu plus de temps. Et tant pis si notre jeu nous paraît parfois un peu moins ambitieux, ce n'est pas grave. Il vaut mieux un jeu moins ambitieux mais qui soit maîtrisé qu'amener trop tôt de la complexité où là, pour le coup, on peut faire des grosses fausses routes et, à mon avis, perdre beaucoup de temps et faire perdre beaucoup de temps à nos joueurs. Voilà. Et l'aspect de la technique de la technique individuelle à la stratégie collective me semble être le deuxième bon repère. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je guide ma réflexion. Ok, merci Romain. Je pense qu'on a pu vraiment voir un petit peu la progression pédagogique que tu proposais, là, notamment sur ces catégories U15, U18, U21. Et je pense que ça répondra à quelques questions que certains nous posaient.
Donc, un grand merci. Et puis, pour vous dire qu'on se donne rendez-vous, si vous souhaitez, vendredi prochain pour un thème complètement différent où on abordera l'idée de formation un peu continue du coach qui performe et qui monte sur les échelons. Comment on continue de se former et d'évoluer. Voilà. Donc, ça sera Jean-Baptiste Lefrenier qui nous fera le plaisir de venir vendredi prochain. Romain, merci encore. Je donne un rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. Et puis, à très bientôt pour tout le monde. Bon week-end aussi. Bonne journée à tous.